Afin d'apporter son soutien aux sinistrés encore sous le choc et rencontrer des élus et les secours, le président français Emmanuel Macron est arrivé ce lundi dans l'Aude. Le chef de l'État a commencé sa visite par la petite commune de Villalier, qui compte 1000 habitants au nord-est de Carcassonne, l'une des plus touchées par les crues où 2 personnes ont péri. Accompagné notamment du nouveau ministre de l'Intérieur, Christophe Castanet, et du ministre chargé des collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, il doit rencontrer les familles des 14 personnes décédées réunies dans la salle polyvalente, ainsi que des maires des communes sinistrées, puis il visitera un quartier du village. Le président Emmanuel Macron doit ensuite se rendre à Trèbes, à 20 km de là où 6 personnes sont mortes durant la crue. Il a prévu d'y déjeuner avec les acteurs engagés dans les secours, puis de s'adresser publiquement aux forces de secours. L'Aude a reçu en quelques heures l'équivalent de 3 mois de pluie, les pires depuis 1891, qui ont fait également plus de 70 blessés. Des centaines de personnes sont sinistrées, leurs maisons dévastées, des routes sont éventrées, des villages ravagés. Dans les 126 communes les plus touchées, l'État a reconnu l'état de catastrophe naturelle pour que les assureurs indemnisent plus vite les victimes. Tout le monde est préoccupé par les causes de l'accident et j'ai demandé au procureur de faire la lumière sur la situation et de rendre rapidement public leur rapport sur l'incident. Je suis venu ici aujourd'hui pour voir la scène de l'accident et aussi dans l'espoir de rendre visite aux victimes et leurs proches dans les hôpitaux pour leur faire part de mon soutien et de mes condoléances. Je veux remercier les États-Unis, l'Union européenne et la Grande-Bretagne pour leur soutien et leurs condoléances. En ces temps difficiles, prions tous ensemble pour les victimes. Nous avons tout vu. Nous étions sur les collines à ce moment-là. Il y a eu un fort bruit de choc et de fumée noire et beaucoup de poussière. C'était horrible. On ne peut pas le décrire. La scène était horrible. Sans attendre, un premier arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a été pris et concerne 126 communes. Il a été publié jeudi dernier au Journal officiel. Cette liste n'est pas définitive et les nouvelles demandes qui seront formulées dans les prochains jours seront traitées dans le cadre d'une procédure accélérée. La commission catastrophe naturelle se réunira dès la semaine prochaine pour ajouter les communes qui en font la demande. Nous allons déclencher les mécanismes pour aussi accompagner les commerçants, les artisans, les agriculteurs, en permettant un moratoire sur les URSSAF, c'est ce qui est attendu et ce qui est légitime, et en permettant que les calamités agricoles viennent suivre la reconnaissance d'une catastrophe naturelle. C'est ce que nous devons aussi à nos agriculteurs. Et je sais combien c'est important. J'ai entendu les critiques. Les gens qui disaient « ça n'est pas allé assez vite, on n'a pas fait suffisamment ». Ils sont les bienvenus pour venir aider et faire davantage. L'ouragan, passé en catégorie 4, se trouvait lundi soir à environ 160 km des côtes mexicaines et ses rafales de vent pouvaient atteindre 240 km/h. Dans les zones côtières des 3 États de Sinaloa, Jalisco et Nayarit au Mexique, les écoles ont été fermées et des messages de prévention étaient transmis à la population. Ne pas paniquer, mais être prudent. Avoir les principales nécessités comme de l'eau, de la nourriture non périssable, puis remplir le réservoir d'essence au cas où. Il faut écouter les autorités qui nous préviennent que ça pourrait être un fort ouragan, puis nous devons préparer autant de nourriture que possible et si vous avez une affaire, essayez de la protéger autant que possible. Les autorités mexicaines surveillaient également la progression de la tempête tropicale Vicente. Lundi, elle se trouvait à 280 km au sud d'Acapulco, dans l'état du Guerrero, et devrait également toucher la côte ce mardi.
Le gouvernement a appliqué le traité hispano-marocain de réadmission à 55 personnes qui ont été reconduites au Maroc. 140 autres migrants ont déposé une demande d'asile. 10 se remettent encore de leurs blessures et 3 sont des mineurs, d'après la préfecture de Melilla en Espagne. Un migrant était mort dimanche, victime d'un arrêt cardio-respiratoire comme possible cause, peu après avoir pénétré dans la ville espagnole. Un autre est mort lors de la tentative de franchissement de la frontière côté marocain, où les autorités ont annoncé avoir arrêté quelques 141 migrants. Plusieurs associations catholiques d'aide aux migrants ont dénoncé dans un communiqué commun l'expulsion rapide de ces derniers. Il faut dire que l'Espagne est devenue la première porte d'entrée de l'immigration clandestine en Europe, avec plus de 47 000 migrants entrés depuis le début de l'année, dont environ 5 000 par voie terrestre, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Quant au Maroc, il est un pays de transit pour des milliers de migrants originaires d'Afrique subsaharienne, espérant rejoindre l'Europe. Les États-Unis ont engagé la révocation des visas des Saoudiens impliqués dans le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi au consulat de son pays à Istanbul début octobre. C'est ce qu'a indiqué ce mardi le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui précise que Washington avait identifié au moins certains des individus ayant pris part à l'opération qui a coûté la vie aux collaborateurs du Washington Post. Le département d'État continuera à rechercher tous les faits pertinents, à consulter le Congrès et à travailler avec d'autres nations et à demander des comptes aux responsables du meurtre de Jamal Khashoggi. Nous continuons de maintenir un partenariat solide avec le Royaume d'Arabie Saoudite. Ni le président ni moi ne sommes satisfaits de cette situation. Nos intérêts stratégiques communs avec l'Arabie Saoudite demeurent. Nous continuons d'examiner, dans la mesure du possible, le double impératif de protéger l'Amérique et de demander des comptes aux responsables de l'assassinat de Khashoggi. Selon Mike Pompeo, les autorités américaines examinent également l'opportunité d'agir en vertu de la loi dite Magnitsky qui restreint la liberté de mouvement et gèle les avoirs aux États-Unis des individus et entités accusés d'enfreindre les droits de l'homme. La perspective de voir l'ancien président français Nicolas Sarkozy devant un tribunal s'est renforcée ce jeudi après la décision de la Cour d'appel de Paris de confirmer son renvoi devant un tribunal. Suite à cette décision, son avocat, maître Thierry Herzog, a immédiatement indiqué qu'il allait former un pouvoir en cassation, ce qui pourrait repousser le calendrier sur la tenue de l'éventuel procès dans cette affaire dite Big Malion. Il faut dire que la décision prise ce jeudi était initialement attendue le 20 septembre dernier. Si un procès devait avoir lieu, ce serait la deuxième fois qu'un ancien chef de l'État français serait jugé au tribunal dans une affaire politico-financière sous la Ve République, en vigueur depuis 1958, après Jacques Chirac. Nicolas Sarkozy est, rappelons-le, poursuivi pour avoir dépassé le plafond autorisé des dépenses électorales de plus de 20 millions d'euros alors qu'il avait été informé d'un risque de dérapage, ce qu'il réfute. La facture totale s'était envolée à plus de 42 millions d'euros, soit près du double du seuil autorisé fixé à 22,5 millions. 12 des 13 autres protagonistes renvoyés pour complicité de financement illégal de campagne électorale qui avaient eux aussi fait appel n'ont pas obtenu gain de cause. Nombreux sont ces migrants décidés à atteindre l'Europe, un rêve difficile à réaliser pour ces clandestins qui doivent affronter de nombreuses difficultés tout au long de leur parcours, notamment le rejet, le refoulement, les rafles et les déplacements forcés sur le territoire marocain. Une situation qui ne semble pourtant pas démotiver ces migrants bien décidés à atteindre l'autre rive. J'ai un objectif à atteindre. J'ai quitté mon pays pour l'Europe.
Et peu importe ce que je vais traverser, je suis un homme. Je me suis mis ça dans la tête. Tanger est ma ville, donc je n'irai pas ailleurs. Ou je partirai de Tanger rien que quand je me retrouverai en Espagne, je me retrouverai en Espagne. Qu'ils viennent, ils me prennent, ils me renvoient au refoulement. Je reviendrai toujours à Tanger parce que mon but c'est d'entrer en Europe. Voilà. Je ne peux pas renoncer, mon frère. Je suis sorti pour un but comme je vous ai tantôt. Mon but c'est d'entrer en Europe parce que je sais ce que j'ai laissé au Cameroun. Face à la montée de la migration clandestine, les autorités marocaines ont lancé une vaste campagne de relocalisation vers le sud du Maroc. L'opération prévoit des rafles et des déplacements forcés, parfois même le rapatriement en avion des migrants vers leur pays d'origine. L'ouverture du procès de 18 dirigeants catalans est attendue pour début 2019. 9 d'entre eux, actuellement en détention provisoire, doivent être jugés pour rébellion. Ils encourent jusqu'à 25 ans de prison. 6 parmi eux sont également accusés de malversation. En revanche, l'ancien président catalan Carles Puigdemont, figure centrale de la tentative de sécession, exilé en Belgique, ne figure pas parmi les dirigeants renvoyés en justice. Raison avancée, l'Espagne ne juge pas en absence. Le chef d'accusation de rébellion suscite un vif débat en Espagne et en juillet, la justice allemande avait refusé d'extrader Carles Puigdemont pour ce motif et estimant que cette accusation n'était pas recevable en droit allemand. L'ouverture de ce procès devrait tendre un peu plus les relations entre l'exécutif indépendantiste catalan et le gouvernement espagnol du socialiste Pedro Sánchez, un an après la pire crise politique qu'ait connue l'Espagne en 40 ans de démocratie. Les séparatistes, dont Pedro Sánchez a impérativement besoin pour faire approuver son budget au Parlement, réclament la libération ou, à minima, l'abandon de certaines poursuites contre les séparatistes emprisonnés qu'ils qualifient de prisonniers politiques. Ce coup de filet a permis le démantèlement d'un réseau de trafiquants organisé par des criminels néerlandais réputés. Ces derniers, spécialistes de l'introduction de cocaïne en Espagne et aux Pays-Bas, sont installés sur la Costa del Sol, dans le sud de l'Espagne. Les membres du réseau ne travaillaient pas légalement, mais profitaient d'un niveau de vie élevé et disposaient de biens immobiliers de grande valeur, d'après les enquêteurs, au terme de près d'un an d'investigation. La dissimulation de drogue dans les cargaisons de bananes est désormais un classique. En mai 2017, plus d'1 tonne de cocaïne avait été saisie en Colombie, dissimulée dans un conteneur de caisses de bananes sur le point d'être exportée vers l'Europe. En août 2016, à Séville, 900 kg de cocaïne importée de Colombie avaient été trouvés dans 2 conteneurs censés transporter des bananes. La présente opération a permis de saisir 300 000 € en espèces, 4 armes à feu, des munitions ainsi que des véhicules de luxe.